Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Clogère. Nous sommes heureux de vous accueillir à la deuxième édition de la Masterclass Clogère sur le thème des industriels engagés pour l'agroalimentaire de demain. Nous avons cette année choisi de donner carte blanche à Sylvain Zaffaroni, spécialiste des tendances et des innovations alimentaires et cofondateur de la communauté Pour Nourrir Demain. Il sera accompagné dans son intervention par Stéphane Alajarin, directeur de Clogère 3E, spécialiste de l'usine collaborative intelligente. L'intelligence artificielle fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien et est en train de transformer en profondeur les industries agroalimentaires. Je laisse donc la parole à Sylvain et Stéphane pour nous dessiner leur vision de l'usine agroalimentaire du futur grâce aux apports de l'intelligence artificielle. Merci. Merci. Merci de l'accueil depuis l'arrivée cet après-midi, un super accueil de l'équipe Clogère, donc ça fait plaisir, c'est hyper motivant. Donc ce soir, on va passer 45 minutes sur comment l'intelligence artificielle va un peu révolutionner l'industrie alimentaire avec un pendant vraiment plus sur l'usine du futur, parce que ça peut révolutionner sur plein de secteurs, le marketing, la com, etc. Mais là, on va être sur la R&D, là, on va essayer d'être sur l'usine. Donc, on aura une partie d'explication et puis il y aura des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, j'adore ça. N'hésitez pas à attendre la fin et je vous attendrai. Puis après, on pourra aussi échanger après la conférence. Donc, moi, je suis effectivement Sylvain Zaffaroni. Je suis le cofondateur de Pour Nourrir Demain, la marque, avec Marion Machadi. Et on a deux casquettes principales. On a un média. Donc, ça, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, c'est un média de veille des innovations alimentaires qui est ouvert, qui est gratuit. On a presque 35 000 abonnés B2B aujourd'hui à ce média et dans lequel on met des informations sur l'innovation de façon générale en France et à l'international. Et on a une communauté de marques, vous avez les marques là, qu'on fédère et qu'on fait collaborer ensemble depuis maintenant 5 ans. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai eu l'occasion, pratiquement pour toutes les marques, d'aller visiter leurs usines. Alors avec des yeux de conso, parce que je ne viens pas de l'agro, mais avec des grands yeux d'enfants devant des usines agroalimentaires dont vous avez l'habitude, mais pour moi, qui est à chaque fois magique. Ça fait 5 ans que je fais des usines, et à chaque fois je fais une usine. Je trouve ça incroyable et magique. Et bien évidemment, les technologies associées et l'intelligence artificielle qui existe déjà dans les usines, hein, je pense qu'il y a des spécialistes aujourd'hui qui ne me diront pas le contraire, vont se développer. Alors le contexte de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis passionné d'agro, mais à la base, je suis ingénieur informatique, et donc j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies. Et depuis que je suis ado, en fait, je lis beaucoup de romans de science-fiction, je continue. Et il y avait 3 vœux quand j'étais ado où je m'étais dit il faudrait que je vive ça avant ma mort. Donc le premier, c'était les voitures volantes. Donc aujourd'hui, on n'en est pas loin. Vous avez vu, pour les JO, il y aura des taxis drones volants. Donc ça ressemble plus à un hélicoptère qu'à une voiture, mais en tout cas, on y arrive. Le deuxième sujet, c'était la téléportation. Donc les fans de Star Trek retrouveront l'image. Ça, je pense que j'en suis loin et malheureusement, j'aurais passé encore d'années pour vivre cette aventure, mais voilà. Et j'avais cette idée d'intelligence artificielle parce que finalement, l'intelligence artificielle, elle existe depuis très longtemps dans la science-fiction et dans notre imaginaire. Pour ceux qui ont vu 2001 d'Odyssée de l'espace, c'est un vaisseau spatial qui était généré par HAL, H-A-L, qui était une intelligence artificielle qui, à la fin, devenait tellement méchante qu'ils ont été obligés de la tuer pour survivre. Donc c'était déjà des prémices, et ça, c'est dans 1968. Il y a des fans, je pense, de K2000. Vous voyez ce que c'est, la série, où la voiture interagissait avec son conducteur. Donc ça, c'était déjà l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est cette notion de dire une machine peut communiquer avec un humain de façon fluide. Voilà. Donc aujourd'hui, on va reparler au-delà des exemples de ChatGPT, parce que c'est l'exemple aujourd'hui qui est très médiatisé, tout le monde en parle, et donc je ne pourrais pas ne pas en parler pour le coup, même si ce n'est pas finalement ChatGPT qui est aujourd'hui le centre de l'intelligence artificielle dans les usines. Donc, donc l'intelligence artificielle, donc je répète, c'est cette capacité à une machine à converser, à échanger, à analyser et donner et restituer avec un être humain. Donc ça fait peur sur le principe. Sur le papier, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça fait peur. Puisqu'il y a des fantasmes autour de l'intelligence artificielle qui va remplacer l'homme avec un H.
et qui va finir, finalement, même peut-être à le détruire. Là, je vais reprendre encore mes références. Terminator, c'est une intelligence artificielle, voilà, qui prend la main sur l'homme. Aujourd'hui, on en est très loin, et je pense que ça ne sera jamais le cas. Ça va changer l'homme, donc c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. C'est une vraie révolution. Je pense qu'il y a eu la révolution du web il y a 30 ans, l'Internet. Aujourd'hui, c'est une vraie révolution qui va arriver. C'est une révolution qui est à la fois en douceur, parce que même si on en parle beaucoup dans les médias, vous en entendez parler, il y a des outils, il y a des startups qui se lancent, c'est quelque chose qui existe déjà depuis de nombreuses années, cette interface homme-machine. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça je vais le répéter plusieurs fois dans la démarche, c'est que c'est une opportunité. Aujourd'hui, vous voyez, on est sur des défis climatiques, on est sur des défis sur l'énergie, enfin, on est sur plein de défis, et heureusement que l'intelligence artificielle existe, en fait. Parce que c'est elle, peut-être, qui peut nous sauver et trouver des solutions. Il y a plein de startups aujourd'hui sur la décarbonation, etc., qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans elle, en fait. Donc, moi, je la vois plutôt comme une opportunité. Ça, c'est hyper important. À condition, bien évidemment, de savoir la comprendre et l'utiliser. Et ça, pour moi, si vous devez retenir une seule chose de cette soirée, c'est que l'intelligence artificielle, elle ne réfléchit pas. Elle n'est pas capable de réfléchir. Elle prédit. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un énorme cerveau, voilà, de données, de data, qui grossit de façon exponentielle, puisque ne serait-ce que pour parler de ChatGPT, on est parti de 175 000 données en 2018 à des milliards de données aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une capacité d'aller analyser de l'information qu'on lui donne ou qu'elle a déjà, pour vous restituer une prédiction. Par exemple, techniquement, ChatGPT, si vous lui demandez 2 plus 2 égale, il ne sait pas. Il ne sait pas réfléchir. Par contre, il va aller voir dans sa base les millions d'occurrences de gens qui ont dit 2 plus 2 égale 4. Donc il va dire, OK, il y a des millions de personnes qui m'ont dit 2 plus 2 égale 4, donc je vais dire que c'est 4. Et donc ça, c'est important parce qu'en fait, toutes les restitutions que vous allez demander à ChatGPT, que ce soit technique, des capteurs, etc., lui, il va analyser de la donnée, mais il ne va pas l'optimiser. Il va juste vous donner, finalement, ce qu'il croit être le plus pertinent par rapport à votre question. Si votre question est mauvaise, il vous donnera une réponse mauvaise. Il ne sera pas plus intelligent que vous. Si vous lui posez une bonne question, ou si vous lui demandez des bonnes informations, il vous répondra intelligemment. Donc l'homme, aujourd'hui, est très loin d'être remplacé par l'intelligence artificielle. C'est un outil qui est incroyable et qui va se développer, mais ça ne remplacera pas l'homme, parce que c'est l'homme qui va avoir la capacité de l'interroger et de retenir les bonnes informations. Pour finir, et après on ira sur des cas concrets, vous connaissez tous ChatGPT. Qui utilise aujourd'hui ChatGPT? D'accord. Il y a une dernière donnée qui a été donnée la semaine dernière. 68% des collaborateurs utilisent ChatGPT sans le dire à leur patron. Vous voyez? Donc en fait, c'est ouvert. Mais ChatGPT, aujourd'hui, c'est tout et rien. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des versions. C'est-à-dire que la version 3 qui est ouverte à tout le monde, c'est juste nul, en fait. Et ChatGPT, on explique qu'il est une intelligence artificielle. Hein, en fait, il fait des hallucinations. Donc il va vous raconter des histoires. Si vous lui dites raconte-moi ma biographie, il va vous inventer un roman sur vous parce qu'il n'a pas accès aux données. ChatGPT 4 se connecte à Internet, voit les profils, etc. Il commence à s'améliorer. Mais en tout cas, une fois de plus, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Alors, l'usine du futur, via la notion d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai repris des stats, hein, c'est des données, et à chaque fois, les illustrations sont faites par ChatGPT. Donc c'est l'intelligence artificielle qui m'a donné une vision de l'usine en 2050 en fonction des éléments que j'ai été chercher en littérature. Donc la première chose qui existe déjà, en fait, hein, c'est la capacité à l'intelligence artificielle de faire de l'automatisation avancée. De plus en plus d'automatisation. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'il y aura de moins en moins de collaborateurs, ou en tout cas d'opérateurs sur les machines, mais ça c'est une vérité. Mais en même temps, c'est probablement aussi finalement une opportunité, puisque la façon de travailler va changer aussi dans les usines. Là je vais vite, hein, vous aurez un replay, vous pourrez regarder plus rapidement et... Allez, ça c'est hyper important, je pense qu'on va en parler aussi avec Stéphane tout à l'heure, c'est la capacité de faire de la maintenance prédictive. Donc en fait, l'intelligence artificielle, si
on ne lui donne pas d'infos. Il est très bête, elle est très bête. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, il faut lui donner de la data. Voilà. Que ce soit de la data à travers des capteurs, à travers des historiques d'usage, à travers des modes d'emploi des machines, à travers des informations. Donc toutes les informations que vous allez lui donner va lui permettre de comprendre le sujet. Et par exemple, sur la prédiction de machines, il peut peut-être aller voir dans sa énorme base d'autres industries agroalimentaires qui auraient des problématiques sur ces machines et qui auraient donné l'info en fait. Et donc il peut au fur et à mesure dire cette machine, je pars du principe qu'elle connaît des problématiques techniques au bout de 3 ans, parce que j'ai vu qu'il y avait 25 industries agroalimentaires qui me l'avaient donné, donc j'en fais une analyse et je vous affirme que dans 3 ans, enfin il y a plus que 3 ans, maintenant c'est dans 1 an et demi, votre machine va avoir des problématiques. Donc commencez à aller chercher des solutions. Ça, c'est aussi intéressant, c'est que, même si c'est un peu compliqué, mais en fait, ça va permettre l'intelligence artificielle de faire la personnalisation en masse. C'est-à-dire que dans les usines, il va y avoir du volume, mais grâce à l'intelligence artificielle, les lignes de production vont pouvoir s'adapter de plus en plus à des personnalisations en fonction, là pour plein de sujets, qui peut être des régimes, qui peut être des qualités d'ingrédients, etc. Et donc ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que ça va permettre d'être beaucoup plus flexible sur vos productions, qui aujourd'hui, quand on commence, on change une ligne, etc., c'est compliqué. Donc ça, l'intelligence artificielle va permettre ça. Alors, je donne de temps en temps des exemples d'usines, ou en tout cas d'usines, en tout cas, oui, des usines. C'est parce que vous allez voir, c'est une petite usine, en fait. C'est pour ça que je me permets. Est-ce que vous connaissez Fermi? Non, bah, tant mieux. C'est des ateliers autonomes à la ferme. Alors, c'était fondé par un spécialiste de l'intelligence artificielle, un vrai scientifique français, etc., qui a rencontré des fils d'agriculteurs, enfin d'éleveurs laitiers, qui se sont dit, effectivement, aujourd'hui, avec le prix du lait, la complexité, etc., on peut peut-être finalement créer des mini-usines à la sortie des laiteries, voilà, pour complètement automatiser la production de yaourts, de fromage, à pâte dure et de faisselle et compagnie. Donc ils en ont lancé une près de Grenoble. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller la visiter. Enfin, on l'a visiter, on ne peut pas rentrer dedans, parce qu'apparemment c'est une boîte noire absolue. Et ils ont levé des gros fonds là pour lancer 10 autres prototypes en France. Donc l'idée, en fait, c'est qu'à travers une application, le consommateur ou le distributeur régional pourra dire bah, demain, je veux commander 2 palettes de yaourt, ou pour le distributeur, ou pour le conso, je veux 8 yaourts demain à 11h et 3 fromages de type pâte sèche à 11h. Et en fait, la machine va chercher le lait. En fait, elle est pluguée sur la laiterie à travers des tuyaux et fabrique, et c'est complètement, il n'y a aucune personne. Le lait est travaillé, donc il y a de l'intelligence artificielle, il y a la qualité, contrôle qualité, il y a tous les éléments d'une usine classique, mais sur 40 mètres carrés. Et ça, voilà, c'est une vision de l'usine du futur, qui est une usine finalement ultra locale, très proche de la production, avec un écosystème qui peut ou pas marcher, une fois de plus c'est des tests, de consommateurs locaux aussi. Voilà. Dans les autres visions de l'usine du futur, bah, effectivement, on va en parler beaucoup après, parce que même si c'est la vision de l'usine du futur, c'est déjà ça. C'est tout ce qui est bien évidemment lié à l'éco-efficience, hein, tout ce qui est émission globale de CO2. Vous êtes un vrai acteur de la réduction possible du CO2. Et j'ai compris qu'il y avait des choses chez Clogère qui étaient en phase là-dessus. Il y a bien sûr tout ce qui est énergie renouvelable, et ça, on va aller voir. L'intelligence artificielle est un outil ultra puissant de pouvoir gérer les énergies en fonction d'où elles viennent, à quel moment, en fonction de plein d'éléments. Et ça, on aura des cas concrets tout à l'heure. Et enfin, c'est aussi l'intelligence artificielle une capacité à améliorer effectivement la sécurité alimentaire. Alors toujours avec des illustrations qui sont très futuristes, hein, qui font peur pour le coup, mais qui correspondent effectivement à la vision qu'a l'intelligence artificielle de ce que sera une usine en 2050. Alors, comment l'IA, très concrètement, va permettre de répondre aux défis? On a fait le choix avec le Clogère de prendre 5 items importants. Donc, il y a la partie innovation produit. Donc ça, c'est essentiel. Alors aujourd'hui, pour beaucoup de directions marketing et R&D,
l'utilisation de ChatGPT est essentielle à la construction voilà, du mix marketing jusqu'à la recette, etc. Mais là, moi, j'ai pris des exemples un peu différents. Donc, TestWise, c'est une application qui permet de créer des nouveaux produits, en tout cas de les concevoir à partir d'énormes bases de données data. Voilà. Donc, une fois de plus, on dit, voilà, moi, je voudrais inventer un produit pour tel type de conso, à tel lieu, de tel âge, etc. Et lui, il va aller scanner tous les commentaires dans les réseaux sociaux, il va aller voir toutes les bases associées, et il va dire, pour tel consommateur de cette cible, je te conseille de faire ce snacking à base de piment, parce que voilà, c'est la tendance du moment. Donc ça permet d'avoir une vision globale de restitution de données, sachant qu'on peut y mettre aussi ces données, data, ces informations, son historique de production, etc. Et ce qui est intéressant, une fois de plus, ce qui est assez affolant, c'est la capacité à restituer quasiment immédiatement. En fait. On lui pose une question, on lui dit il va aller chercher des millions de données pour en restituer une seule ou deux, et il le fait ça en 2 secondes. En fait. Et ça, c'est très, très bluffant. Il n'y a pas de petit sablier, en fait. On en revient sur la partie produits personnalisés. Donc ça, on prend l'exemple de Nestlé qui lance un produit, c'est des capsules de thé et de nutriments personnalisés. Donc en fait, en fonction de son profil, et eux, ils y associent en plus un test ADN. Au Japon, ils peuvent se le permettre. On donne son profil, on fait un test d'ADN, mais son profil est mixé par l'intelligence artificielle avec tous les profils qui existent sur Terre qui correspondent et qui dit, voilà, bah, cette personne, il lui faut tel nutriment, il lui faut tel ci et tel ça. Et ça restitue, finalement, et ces produits personnalisés en masse, comme on disait tout à l'heure, des capsules spécifiques à la personne qui a commandé, en fait. Et enfin, sur la partie innovation produit, il y a effectivement tout ce qui est optimisation de recettes. Donc Givaudan a lancé, je les ai vus tout à l'heure, un système qui s'appelle Flavor Vision, qui, pareil, par rapport à des données, va analyser toutes les tendances et va restituer finalement pour telle cible ou pour tel produit les flavors les plus adéquates en fait. À chaque fois, une fois de plus, c'est des exemples qui peuvent paraître un peu superficiels avec ça, mais ces éléments-là, c'est qu'il y a une interface utilisateur, c'est vous qui utilisez l'interface, mais ce qui est incroyable, c'est ce moteur derrière l'intelligence artificielle qui va aller chercher vos données et des millions et des millions de données. Et je pense que Stéphane a un exemple très concret. Donc d'abord, bonsoir à tous. Je vais reposer une question qui a été posée par Sylvain. Qui chez Clogère utilise ChatGPT? Ouais, ça sent peur. Eh ben, chez Clogère, bientôt, c'est ceux qui n'utilisent pas ChatGPT qui devront se cacher. C'est ça la différence entre ce qu'on peut voir effectivement dans le monde actuel et les entreprises qui sont axées sur l'innovation et sur des actions portées très souvent normalement au plus haut de l'entreprise. Donc là, on a un président qui est mordu de l'intelligence artificielle et en ayant compris que ça va être un vecteur fort d'augmentation des capacités de l'ensemble des collaborateurs et de l'ensemble de nos utilisateurs ou de nos clients chez Clogère. Donc c'est demain une force d'utiliser ces outils. Et l'objectif, c'est justement d'appréhender, de savoir comment justement interroger ces différents modules pour pouvoir en faire quelque chose et apporter de la valeur. Alors, chez Clogère, en termes d'innovation, on parlera sur des cas concrets un peu après. On a 2 thématiques en fait. Une qui va tourner autour de l'utilisation de ChatGPT, mais orchestrée derrière une base de connaissances, derrière de l'information qui va être sécurisée avec un apprentissage par des experts pour pouvoir permettre à n'importe quel utilisateur de notre plateforme, nos clients, nos techniciens, à pouvoir leur emmener de l'information pour les rendre de plus en plus performants. Performants autour de la technique, de leurs installations et de leurs conditions, on va dire, réglementaires, etc. Donc on a une thématique sur la gauche, plutôt utiliser une IA générative qui, sur la base du langage naturel, va vous aider à converser avec vous. C'est ça la force des IA génératives. Finalement, vous créez un échange avec un IA qui va être capable de vous répondre et vous créez une discussion avec elle, jusqu'à vous trouver la bonne réponse en fonction de vos questions. Si vos questions, effectivement, comme le disait Sylvain, n'est pas pertinente, n'est pas compréhensible, il ne sera pas capable de vous répondre correctement. Par contre, il cherchera toujours à vous répondre. Peut-être mal, mais il cherchera toujours à vous répondre. Il y a une forme de politesse de l'IA qui est assez impressionnante. Une volonté de toujours satisfaire son utilisateur. C'est assez incroyable et je pense qu'on devrait
utiliser ça comme un moyen de faire évoluer aussi notre relation avec nos interlocuteurs. Donc une première thématique qu'on pourrait mettre dans ce qu'on appelle la donnée qualitative, celle qui concerne les utilisateurs et qui vont leur permettre de leur apprendre de plus en plus de choses. ChatGPT, à travers, donc nous on a développé un chatbot 3E, autour d'une plateforme, et ça nous permet d'accompagner nos utilisateurs. Et dans les outils de Clojère, dans notre écosystème, on utilise aussi des outils qui vont permettre d'améliorer et d'accompagner l'ensemble de nos collaborateurs à être de plus en plus performants. Ensuite, on retrouve une autre thématique qui est plutôt sur la partie de droite, et là on va parler plutôt de l'IA, du machine learning autour des données, du process. Et là, ChatGPT ne pourra rien faire pour vous. Une IA générative ne sera jamais capable de pouvoir vous accompagner à améliorer un procédé. Par contre, le machine learning, la capacité à digérer de la donnée, de la comprendre, de l'agréger, va permettre d'augmenter les performances d'une régulation, d'un automatisme traditionnel. Donc, ce qu'on a développé chez Clojère, c'est un module qu'on a appelé MyClojare Detect, qui va venir augmenter les performances d'un automate. Elle ne va pas venir remplacer ses fonctionnalités de base, mais elle va venir l'augmenter en lui apportant une capacité de réflexion, d'intelligence, de choix, d'arbitrage qui va lui augmenter ses capacités. On en parlera un petit peu après dans des cas d'usage précis. Et la force de des modules, c'est eux-mêmes créer un réseau de neurones où chaque module va pouvoir intercommuniquer entre eux pour pouvoir vraiment créer un centre de réflexion et accompagner à améliorer la performance d'une usine. Mais on est sur deux dimensions différentes. Une IA générative et une plutôt algorithmique qui va aider à pouvoir améliorer la performance. Merci, c'est très clair. Je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont aperçus depuis quelques jours, en fait, comme ChatGPT, l'usage aujourd'hui, il est populaire, hein, tout le monde peut l'interroger, c'est gratuit, la version un peu pourrie, on va dire, très clairement, et pas très chère, la version pro, qu'elle commence à devenir feignante. C'est-à-dire qu'il y a un retour en disant l'intelligence artificielle, elle commence à devenir feignante. Et pourquoi elle devient feignante? Parce que les gens ils posent toujours les mêmes questions, en fait. Et pas du tout structurées, sans réfléchir. Et là, oui, on va dans un sens où c'est un outil et on n'a pas de pertinence. Et finalement, elle se dit, la question, elle n'est pas hyper intéressante. J'ai vu 10 000 fois, je ne vais pas faire un effort pour aller lui trouver une réponse un peu plus intelligente que ce qu'il me demande. Donc, je deviens feignant. Et donc, ouais, il y a déjà des interactions qui sont assez incroyables du fait de notre incapacité parfois à lui poser les bonnes questions. Alors, sur la gestion des énergies, un vrai sujet. Hein, je pense que vous êtes tous très impactés. Ça, vous le verrez aussi. Vous pouvez regarder dans le replay. Je ne vais pas faire raconter l'histoire. Mais en tout cas, ça, c'est très clairement la vision de l'intelligence artificielle sur l'usine du futur via les énergies en 2050. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a effectivement plusieurs sujets. Donc il y a des choses qui existent déjà, et ça va être de plus en plus prégnant et indispensable. Il y a tout ce qui est optimisation de la consommation, en analysant une fois de plus. Alors à chaque fois, bien évidemment, il y a une intelligence artificielle qui est finalement un cerveau informatique, mais à chaque fois, il y a des capteurs, il y a du hardware, il y a toujours des éléments en fait qui permettent d'aller chercher l'information au bon endroit. C'est ça qui va se développer. Aujourd'hui, il y en a déjà pas mal, et je pense que ça sera quelque chose qui va être de plus en plus usité. C'est-à-dire que les lignes de production seront en natif avec tous ces éléments clés en fait dès le début, à terme. Donc elle permet effectivement de réduire tout ce qui est consommation, gaspillage. Quelque chose qui va se devenir, et ça on prendra un exemple tout à l'heure d'une usine spécifique, puisque bientôt, déjà des usines gèrent plusieurs sources d'énergie, que ce soit l'éolienne, que ce soit l'électricité classique, etc. Et là, l'intelligence artificielle, elle peut avoir un atout incroyable de prédictif et de maintenance, et de choisir en fonction de plein d'éléments, la météo, en fonction d'un historique saisonnier, en disant là, je pense que dans demain, on va être plutôt sur 30% d'éolien et 25% de telle énergie, et donc je mets en place tout le système automatiquement pour que demain j'ai toute l'énergie au mieux. Tout ce qui est bien évidemment stockage intelligent d'énergie, avec cette capacité de restituer ou pas en fonction des demandes, en fonction des besoins, toujours avec la data que vous lui fournissez et surtout l'historique de data. C'est ça qui est important, parce que sur le temps réel, elle ne peut pas faire grand-chose. Mais si elle a 5, 10, 15 ans finalement d'usage et d'information, là, instantanément, elle peut aller chercher des informations. Je prends l'exemple de ChatGPT, vous pouvez lui donner, je ne sais pas, un roman
voilà, un roman en entier, voilà, vous lui faites un copier-coller d'un roman en lui disant fais-moi un résumé du roman, voilà. 4 secondes après, vous avez le résumé en 5 lignes en fait. Et vous pouvez lui dire, voilà, je veux un résumé en 30 mots, je veux un résumé en 200 mots, je veux un résumé en alexandrin, je veux un résumé en chinois, et à chaque fois, il restitue en quelques secondes cette capacité d'analyse de la donnée en fait. Mais il lui faut donner de la donnée. Tout ce qui est effectivement réseau énergétique intelligent, ça on va en parler je pense. Tout ce qui est lié à la tarification, c'est un peu comme l'éolien, etc. C'est les capacités à se dire, ok, en fonction de certaines problématiques, en fonction de certaines variables, je vais pouvoir adapter tout ce qui est tarification et tout ce qui est effectivement transition énergétique. Et ça, vous aurez les éléments par la suite. Donc très concrètement, ça passe par... Moi, je vous propose d'être déjà en 2050. En fait, tout simplement. Non, blague à part, donc la maîtrise énergétique d'une usine, si on prend ce cas concret là, donc nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille sur optimiser la consommation énergétique d'une production de froid par rapport à un besoin au niveau du traitement d'air, parce que très souvent, c'est les liens qu'on a. Donc ça fait longtemps qu'on développe sur des produits d'automatisme une capacité à délester, arbitrer, essayer de sélectionner des trancheurs, etc. L'IA aujourd'hui nous permet d'aller plus loin. C'est-à-dire de rajouter une dimension d'apprentissage, une dimension d'avoir une capacité, comme le disait Sylvain, à réfléchir vite sur plein de données, beaucoup de données, un grand nombre de données, un grand nombre de cas, d'hypothèses, et de structurer très rapidement des arbitrages. Alors une fois de plus, ce n'est pas du tout des modèles de type ChatGPT qui font ça, mais des modèles un peu équivalents de machine learning qui va permettre d'être capable de digérer tout un tas d'informations. L'apprentissage, aujourd'hui, on le fait en essayant de calibrer des informations permettant d'aider le système à se cadrer, à piloter, pour être capable de décider de laisser partir en dérive en température sur des seuils paramétrés en amont par les utilisateurs, pour aller décider de laisser dériver un peu en température des salles, permettant d'arrêter les groupes froids en heure creuse, en heure pleine, permettant d'aller consommer un peu plus en heure creuse parce que l'énergie est un peu moins chère, d'être capable de savoir qu'il va y avoir de l'éolien qui va arriver dans les heures qui viennent, pour aussi ralentir le besoin, pour accélérer au bon moment. Donc en résumé, l'idée de l'IA, en tout cas avec le produit Microgère Detect Delester, c'est d'aller augmenter la capacité de l'automatisme traditionnel, à être capable d'aller regarder l'ensemble de ces informations et d'une manière assez rapide et précise, prendre les bonnes décisions ou aider à prendre des décisions. L'idée de l'IA, il y a quand même 2 dimensions différentes. Vous aider à décider ou de faire confiance au système pour aller piloter pour vous. Mais c'est quelque chose qu'il faut laisser comme possibilité. Je veux qu'on me donne de l'information pour décider par moi-même, ou je laisse le système décider pour moi et j'accepte ce qu'il va faire pour moi. Donc, autour d'une usine, on est déjà capable de faire 20, 30, 40% d'économie d'énergie parce qu'on va venir orchestrer le besoin de froid lié aux utilités. C'est même notre système qui vient dire « Toi, groupe froid, je veux 1000 kW à moins 2 pendant 2 heures. » Et c'est notre système qui va venir orchestrer pour dire à quelle salle il va venir distribuer ces 1000 kW pendant 2 heures. Puis après dire, là maintenant, toi, tu vas me donner 500 kW à moins 4. Donc, quelque part, c'est vraiment quelque chose qui va venir prendre, par rapport à tout ça, des décisions liées à la tarification, la flexibilité, des heures creuses, des heures pleines, et pouvoir améliorer la performance énergétique, mais aussi la performance en euros. On ne va pas toujours réduire la consommation d'énergie. On va juste mieux arbitrer pour consommer au bon moment par rapport à un montant en euros. Donc ça, c'est le système Delester qu'on a développé et qu'on met en place et l'IA va nous aider surtout à avoir de l'apprentissage qui va nous permettre de gérer de plus en plus de sites et d'apporter de plus en plus d'optimisation, même quand finalement, quand tu as déjà fait 20%, c'est difficile de faire 22, 25%, mais si déjà tu les conserves et que tu continues à augmenter un petit peu, c'est toujours ça de gagner. Alors que souvent, on voit des régressions dans les performances. D'accord ? Lui, il va savoir comment il faut fonctionner pour ne jamais perdre cette performance. Alors, une usine du futur, qui a entendu parler du blender de Innocent ? C'est fou, parce qu'il ne communique pas encore trop. Pourtant, elle est sortie de terre il y a plus d'1 an et demi, en fait, après le Covid, en fait, même presque 2 ans, qui est une usine en fait, à Rotterdam, qui est opérationnelle. Donc, elle tourne à 80% aujourd'hui, avec cette vraie vocation, mais pas en 2050, très rapidement, d'être complètement neutre en carbone. Voilà.
Elle utilise 100% d'énergie renouvelable provenant de sources solaires, éoliennes et hydrauliques. Donc c'est aujourd'hui la production d'Innocent des jus de fruits que vous avez en rayon. Hein. Pourquoi Rotterdam? Parce qu'il y a effectivement le fleuve et ça permet d'acheminer. Déjà, leur culture est proche et puis ils utilisent des bateaux et des péniches. Et vraiment, eux, ils sont partis, ils ont décidé d'être l'usine parfaite, en fait. Ils ont commencé ça il y a 10 ans, hein, c'est pas nouveau, avec des investissements de dingue. Et c'est pour ça qu'ils ne communiquent pas trop aujourd'hui, mais ils vont jusqu'à faire un système de faune et de flore, en fait, autour. Ils ont réintroduit des oiseaux. Enfin, le système, il est incroyablement vertueux. Aujourd'hui, j'ai pas eu la chance je vais pas tarder à aller la visiter, donc je pourrais faire un feedback à terme, avec une partie de l'intelligence artificielle, bien évidemment, pour tout ce qu'on a parlé d'énergie, etc., mais aussi sur les tâches qui nécessitent de la main-d'œuvre physique compliquée, voilà, avec tout un système d'automatisation. Et donc ça, il y a pas mal d'articles, il faut aller voir, il y a des littératures sur le sujet. C'est vraiment passionnant parce que c'est vraiment, moi, ce que j'estime peut-être l'usine vraiment parfaite du futur. Alors, justement, parler de CO2, décarbonation, un autre défi effectivement de l'industrie agroalimentaire. Alors, en quoi ça peut être hyper important? Alors, je redis aussi, et ça c'est important parce que Stéphane l'a, ChatGPT, c'est pas égal l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est juste une petite brique de l'intelligence artificielle. Là, quand on parle de tout ce qui est outils, etc., il n'y a pas de ChatGPT. Hein. C'est vraiment l'intelligence artificielle avec des algorithmes, avec des logiciels, etc., et du hardware. ChatGPT, c'est juste ce que vous pouvez vous utiliser, qui est presque la bouche et l'oreille de l'intelligence artificielle. Donc ça peut permettre d'optimiser des processus industriels. Toujours, alors une fois de plus, hein, c'est un peu répétitif ce que je raconte, mais c'est toujours à partir des éléments de data que vous lui avez fournis, des historiques d'informations et surtout hyper structurés. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est aussi l'intelligence, enfin la force de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à analyser des documents peu structurés ou très différents les uns des autres pour en tirer effectivement une sorte de fil conducteur et restituer finalement ce que vous attendez. Donc en fait, quand on fait travailler une intelligence artificielle, la première chose qu'on lui demande, c'est comment elle doit restituer l'info pour que ça vous soit utile. Et ça, c'est déjà un travail de réflexion qu'elle n'est pas capable de faire. Donc ça permet de faire de l'analyse de cycle de vie des produits, surtout de la gestion des déchets par rapport à tout ce qui est emballage, etc. C'est ce qu'on expliquait avec le Blender, c'est qu'elle permet de faire effectivement des bâtiments intelligents avec des capteurs qui peuvent générer effectivement tout ce qui est température intérieure, qualité de l'air, cycle naturel pour baisser, surtout dans les serres, on va en parler tout à l'heure, les zones de stockage, toute l'électricité, les zones de stockage, la température, etc. Et la mobilité durable, ça c'est déjà acté, hein, mais c'est des choses qui vont devenir de plus en plus puissants. Il y a des vrais logiciels aujourd'hui d'intelligence artificielle qui permettent de gérer, au-delà de suivre des flottes et optimiser le parcours, etc. Là, il va aller analyser des circulations depuis 20 ans, des problèmes météo, etc. Il va vous dire, non, mais là, c'est pas le moment de passer par là en ce moment, et etc. pour aller au mieux dans tout ce qui est mobilité durable. En termes de décarbonation, donc là, juste un petit focus sur autour d'une installation frigorifique, on peut déjà décarboner avec tout simplement la récupération de chaleur. Mais vouloir décarboner avec un système ne veut pas dire que c'est performant. Donc j'ai voulu volontairement faire un petit focus sur comment l'IA va nous aider, le machine learning, pour être un peu plus précis quand même, va nous aider à pouvoir demain avoir des installations de plus en plus efficaces. On voit beaucoup d'installations qui ont de la récupération de chaleur aujourd'hui, et pour autant qui consomment beaucoup plus d'énergie qu'avant. Pourquoi? Parce que ce système il est mal piloté, il n'est pas orchestré, et il n'y a aucune intelligence qui vient décider si la récupération de chaleur doit fonctionner ou pas, à quel moment et pour quel niveau de température, pour avoir une réelle performance énergétique globale. Ce qu'on développe chez Clojure et ce qu'on met en place de plus en plus, c'est une logique que MyClojure détecte toujours, qui va permettre de mieux analyser sur des jeux de données autour de la récupération de chaleur et d'arbitrer par rapport aux besoins, par rapport aux tarifications également, parce qu'on ne peut pas parler de décarbonation sans parler aussi de coût euro de kilowattheure, de pouvoir venir arbitrer en décidant si mon système frigorifique, c'est judicieux qui viennent, parce qu'on dit que la récupération de chaleur est gratuite, mais viennent forcer le compresseur à fonctionner plus haut en régime pour produire de la chaleur, ou est-ce que ce n'est pas judicieux de le faire parce que le besoin chaud est faible, que la consommation d'énergie électrique pour pouvoir faire cette énergie décarbonée est plus importante que finalement si je le faisais un peu avec mon brûleur gaz. Donc on va permettre d'analyser bien plus finement, précisément et en masse, en fonction des conditions de tarification,
du rendement de la machine frigorifique, du besoin en chaud, s'il faut faire de la récup ou pas, s'il faut le faire à 40 degrés, 30 degrés, 25 degrés, s'il faut enclencher ou pas une pompe à chaleur, à quel niveau de température. En résumé, l'IA va nous permettre, par sa capacité de réflexion, par sa capacité à manger de la donnée, à la digérer et à vous restituer des choses rapidement et en temps réel, va vous permettre d'augmenter les boucles PID finalement et d'augmenter la capacité à arbitrer et sélectionner ce qu'on va faire. Donc, l'un des cas d'usage, améliorer la manière de faire la récupération de chaleur sur un groupe froid, d'avoir une vraie performance maîtrisée et souhaitée et de pouvoir décarboner d'une manière efficace, réelle et concrète pour l'industriel et pour la planète. L'IA va nous permettre de faire ça parce qu'aujourd'hui, un automate traditionnel ne pourra pas être capable de le faire. Tu lui mets une consigne, tu lui mets 2-3 règles de fonctionnement différentes et ça va s'arrêter là. Il est très compliqué d'aller imaginer tous les cas possibles de fonctionnement. L'IA n'a pas besoin des cas possibles. Il va juste réinventer la manière de dire c'est telle consigne qu'il faut. Il n'a pas besoin de s'empêter à savoir comment ça doit fonctionner. Il va te dire, ma consigne, c'est ça. Fais-moi ce travail pour avoir cette consigne à telle température. Point. Donc on localise à un autre endroit l'intelligence. Et finalement, l'automate, c'est les bras armés de l'intelligence. Donc moi, je rebondis sur pour la planète. C'est mon introduction. Vous voyez à quel point, peut-être que l'intelligence artificielle peut faire peur, mais à quel point elle peut être un vrai sauveur, entre guillemets, de notre problématique aujourd'hui de réchauffement climatique et ça, où on doit être acteur rapide et efficace. Et donc, c'est vraiment une opportunité incroyable. Gestion de l'eau. La gestion de l'eau, on est pareil que sur l'électricité, on est pareil sur le carbone. Ça permet, une fois de plus, je ne réinvente pas, c'est des algorithmes prédictifs qui analysent les données, qui analysent les informations que vous lui avez fournies, qui peut détecter des fuites si vous avez des capteurs, ou prévoir probablement une fuite, parce que ce type de canalisation, en fonction des données qu'il a, etc., a un usage qui va dire qu'au bout de 6 mois ou 10 ans, il risque d'y avoir une fuite, donc il va vous appeler et vous dire allez faire une petite vérification de ce qui se passe derrière. Bien évidemment avec des capteurs, mais tout ça, tout ce qui est capteur qualité, que ça, vous connaissez ça dans les usines. Mais une fois de plus, c'est comment, on le répète, c'est important, mais c'est à quel point ça aide à la décision, en fait, puisque ça peut ne pas prendre la décision, comme tu dis, Stéphane, c'est-à-dire qu'on peut lui dire ne prends pas de décision, mais aide-nous au moins à l'aide de la décision. Et c'est incroyable, la capacité, c'est-à-dire que sa capacité à analyser de la data est infinie. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui, quand vous utilisez un logiciel, quel que soit, vous voyez bien que le logiciel, à un moment, il se fatigue, il tourne, le petit sablier, il tourne, etc. L'intelligence artificielle, c'est vraiment cette capacité à vous rendre service, ou en tout cas à répondre à vos problématiques de façon instantanée, malgré le fait qu'il va analyser des milliers et des milliers de données, les vôtres et probablement celles de dehors, si vous lui autorisez. Alors on continue sur le froid, on a parlé de l'optimisation de la production de froid, de l'optimisation de la récupération de chaleur. Comment pouvoir optimiser la consommation d'eau sur un site industriel? Certains sites industriels ont des systèmes de réjection de chaleur dits adiabatiques ou évaporatifs. En résumé, vous utilisez de l'eau pour améliorer la performance de votre réjection de chaleur. Et en contrepartie, le système il est généreux, vous gagnez de l'électricité. Sauf que par moment, vous consommez beaucoup d'eau pour pouvoir gagner en électricité. L'eau devient une ressource rare, de plus en plus rare, et on va même être contraint à ne plus pouvoir en utiliser, en tout cas comme on le veut, d'une manière illimitée, et encore plus en été, moment où finalement, sur un système frigorifique, vous avez besoin de cette eau. Aujourd'hui, on a des dispositifs permettant de réguler une HP flottante, mais on n'a pas grand-chose qui permet d'arbitrer, de décider s'il va être plus judicieux de consommer un peu plus d'électricité, au profit de consommer moins d'eau, ou de consommer un peu plus d'eau au profit de consommer moins d'électricité. Avec le machine learning, on se rend compte qu'on est capable de rajouter des dimensions un peu plus importantes pour avoir la possibilité d'avoir le choix, de se dire moi je suis opérateur, je préfère de telle heure à telle heure dans une journée privilégier la consommation électrique et donc gagner en consommation d'eau, et peut-être dans certaines tranches horaires décider de consommer un peu plus d'eau par rapport à l'électricité. Mais dans tout ça, de toujours se dire, quoi qu'il arrive, je dois consommer toujours le bon niveau d'électricité et toujours le bon niveau d'eau. Et ça, c'est encore autre chose. Parce que je pourrais très bien mal consommer d'électricité et mal consommer de l'eau. Donc l'IA, en fait, ce qu'on se rend compte dans ce qu'on est en train de développer et mettre en place, c'est qu'on est en train d'optimiser
la consommation électrique et la consommation d'eau, et d'amener aux utilisateurs, aux opérateurs, la décision de ce qu'ils veulent faire, grâce à des critères de sévérité. Et donc, pas à pas, sur certains sites, en été, ils vont de moins en moins consommer d'eau, ou consommer même l'énergie électrique des compresseurs froids à d'autres moments. Mais en tout cas, ils vont atteindre leur cible, baisser la consommation d'eau et optimiser leur efficacité globale. Et on a de plus en plus de demandes d'avoir même des ratios de consommation d'eau versus un tonnage, pour avoir aussi finalement une vision de rendement global d'un site, pour voir s'il y a une vraie performance ou pas. Donc ça, c'est sur la partie eau. C'est un des usages, il peut y en avoir plein d'autres. On a fait, il y a plein d'autres usages qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui, on a fait une sélection d'usages, et c'est déjà, il y en a beaucoup, qui sont finalement assez identiques sur la philosophie derrière de l'intelligence artificielle. Les Crudettes, ils ont lancé une serre du futur que j'ai visitée le mois dernier, qui est une serre 100%, pour ne pas te dire de bêtises, aéroponie. Voilà, des fois je me trompe sur le. Donc avec cette notion de dire en fait toutes les plantes sont hors terre, et en fait l'intelligence artificielle, elle a plusieurs actions. Déjà, elle gère effectivement toute la partie, comme c'est fermé, elle gère l'énergie, l'électricité, le soleil, elle ouvre plus ou moins la serre en fonction de la luminosité. Donc déjà, ça c'est classique. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il y a des capteurs qui regardent. Donc aujourd'hui, les fines herbes, les ciboulettes, etc., que vous avez dans les supermarchés, ça sort de cette usine. Donc c'est opérationnel. Donc, ils vont faire ce que jamais personne n'a fait, la salade en serre, en fait, en aéroponie. Et en fait, il y a des capteurs qui vérifient en temps réel la qualité de chaque salade. Voilà, c'est des caméras qui surveillent. Et au lieu de traiter, s'il y a une salade qui ne va pas, au lieu de traiter des champs ou des serres entières, le robot va aller nourrir effectivement la racine de la salade ou des fines herbes individuellement. Donc il n'y a aucune, problématique d'eau usée, etc. Le peu d'eau qui est utilisée est restitué, et donc c'est en cercle, on va dire, quasiment 100% vertueux, avec cette capacité, une fois de plus, de pouvoir traiter individuellement une information dans une masse importante. Et donc en fait, ça a coûté 4 millions, la construction, la conception, avec de l'aide de start-up, etc. Je crois qu'LSDH a mis 7 millions aussi, avec cette capacité aujourd'hui de faire une usine prototype. Voilà, c'est celle qui existe et qui fournit des produits aujourd'hui en magasin, avec la vocation de les vendre. Et là, ils ont vendu des usines au Koweït. Et le Koweït va pouvoir faire des salades et des herbes aromatiques en plein désert, en fait, grâce à ces usines. Donc c'est vraiment incroyable. Et pour information, Clogère était dans le projet Cap-Vert, et on avait mis en place toute la partie froid et récupération de chaleur sur le site. Et on était dans le projet pour contribuer, mais au niveau de l'aérolique, de la diffusion, des gaines textiles plastiques, transparentes, pour éviter de masquer trop le soleil. Il y a tout un travail qui avait été fait. C'est un projet qu'on avait fait à peu près 2015-2016. Donc c'est un projet qui dure. Oui, voilà, c'est un projet aujourd'hui. Qui était déjà fait pour de la salade à la base. C'est ça. C'était déjà pour de la salade. C'était pour la salade, ils ont eu des problématiques. Et vous voyez, c'est des investissements importants, puis c'est des projections. 2015, aujourd'hui, ça y est, c'est en 2023 qu'ils ont une production possible, commerciable. Et aujourd'hui, voilà, si vous avez l'occasion d'aller visiter, les Crudettes sont très ouverts aux visiteurs externes, parce qu'ils sont très fiers de leur serre. Allez, dernier usage, on va dire, de l'intelligence artificielle, c'est l'optimisation des productions. Donc voilà, ça c'est très clairement tout ce qui est provision à la demande. Donc vous le faites déjà, il y a des acteurs aujourd'hui en fait, qui ont besoin, des usines qui ont besoin d'avoir des flux en fonction de la distribution, en fonction des commerciaux, etc. Et ça va être de plus en plus utilisé. Aujourd'hui, c'est des outils logiciels qui sont compliqués, il y a un peu du flair, etc., des acheteurs, etc. L'intelligence artificielle, à un moment où il va avoir toutes les données, quel que soit le collaborateur qui est passé, il va pouvoir sortir les données d'il y a 50 ans, les flux, etc., de tendance, de consommation, pour produire au bon moment et au bon endroit, en fait. Bien évidemment, on a parlé, et ça on va en parler de la maintenance prédictive. Moi, je trouve ça assez bluffant. Enfin, je trouve que cette capacité à connaître en avance les pannes ou les failles d'un système, parce qu'il a eu de l'information, et que quand on va lui fournir, quand la faille va arriver ou l'accident, il va le prendre en compte et il va analyser et dire peut-être que si c'est arrivé sur cette machine, ça peut arriver sur l'autre machine parce qu'on m'a dit qu'il y avait des interactions entre les deux. Ça, c'est assez bluffant en fait.
Optimisation de la chaîne d'approvisionnement, bien évidemment, c'est lié à la production et après à la gestion des stocks, des prévisions et des délais de livraison. Et finalement, tout ce qui est contrôle qualité, qui existe déjà par plein d'outils aujourd'hui, qui sont finalement des outils d'analyse en temps réel de la qualité, mais qui ne fournit pas obligatoirement des datas qui sont gardées et stockées. Et ça, l'intelligence artificielle va pouvoir à un moment stocker. Et ça va être important parce que c'est un des vrais soucis de l'intelligence artificielle, c'est le stockage. Aujourd'hui, les serveurs nécessaires, ne serait-ce que pour le ChatGPT, c'est juste hallucinant, en fait, les serveurs, l'usage énergétique de ces serveurs. Donc il y a des startups qui travaillent que là-dessus aujourd'hui, sur la capacité à rendre les chatbots moins gourmands en énergie, mais ça va être un vrai sujet. D'ailleurs, pour faire la transition, on va dire aujourd'hui on parle d'IA, il y a 5-6 ans on parlait de Big Data. Le Big Data, c'est l'IA, en fait, tout simplement. Il y a une masse de données et l'IA est une forme d'usage, d'utilisation de ces données en masse. Big Data tout seul, stocker de la donnée pour stocker de la donnée, aucun intérêt. L'IA est venue donner du sens à utiliser ces données. Donc, marketingment parlant, voilà, c'est une suite logique. Et puis, avant Big Data, on parlait un peu d'usine 4.0 ou 2.0. Il y a eu 2.0, 4.0. L'IA maintenant a dévasté le marché de partout, on parle que de ça, mais ça reste des sujets un peu aussi marketing. L'IA d'ailleurs en 1950, c'est un sujet marketing pour lever des fonds. Mais c'était une vision, c'était un fantasme qui avait été lancé. Et d'ailleurs pour rebondir aussi, on parle que l'intelligence artificielle, ChatGPT va vite, répond vite, mais c'est parce que derrière il y a quand même de la puissance de calcul. Il y a des serveurs, il y a du stockage, il y a beaucoup de puissance. Mettre un chatbot aujourd'hui en local sur ton PC, tout seul, vous n'allez pas faire grand-chose. L'inconvénient de l'IA, c'est cette masse de données, c'est cette puissance de calcul. Et l'enjeu, effectivement, c'est de réussir à avoir des mini machine learning, des mini IA qui puissent être très sobres et qui puissent être localisés à des endroits pour pouvoir optimiser. Et là, il y a des vrais enjeux. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de machine learning qui est quand même localisé en dehors du site industriel. Il peut avoir une partie d'intelligence sur le site, mais l'apprentissage, elle se passe très souvent quand même un peu en dehors. Et encore plus si on veut avoir un apprentissage de l'ensemble des objets connectés les uns avec les autres. S'ils ne communiquent pas les uns avec les autres, ils ne peuvent pas apprendre des autres. Donc il faut une forme de ferme, d'éducateur, d'IA, qui vient alimenter tout le monde. D'accord ? Donc c'est des enjeux technologiques voilà, un peu importants. En termes de dernier zoom par rapport au cas concret, donc là, on est plutôt sur une logique un peu maintenance prédictive, donc sur des sujets qu'on fait déjà chez Clogère. Une thématique qui tourne autour de la détection de fuite sur un système frigorifique. Donc tout à l'heure, Sylvain parlait de détection de fuite d'eau. Là, on est plutôt sur détecter une fuite dans un système frigorifique fermé. Quelque chose où le machine learning nous permet de venir créer les différentes modélisations, simulations, pour indiquer si le niveau de liquide qu'il y a potentiellement dans l'install est normal ou pas, en prenant en considération l'état de fonctionnement de l'installation. Donc on ne se rend pas compte, mais c'est quand même c'est très compliqué d'avoir la modélisation juste, permettant de ne pas spammer, on va dire, par des alertes, parce qu'on est en train de croire qu'il y a une fuite, mais il n'y en a pas, et à la fois d'être certain de détecter qu'il y a une fuite, parce que finalement, vous perdez beaucoup de fuites frigorigènes, ça coûte de l'argent, et en plus, ça a un impact néfaste sur la planète. Donc, premier cas d'usage, la détection automatique de fuite. Ça permet de gagner du temps aussi au niveau de nos techniciens, éviter de chercher là où il n'y a pas besoin de chercher, ou à l'inverse, de dire, attendez, ça nous est déjà arrivé, nous trouver des fuites. Le technicien ne les trouvait pas, puis on lui disait, attends, si le système te le dit, il y a une fuite, tu peux nous croire, il y a une fuite. Et il met une intervention, 2 interventions, pour effectivement trouver une fuite. Donc, c'est des fois des outils qu'on commence à prendre confiance en eux, qui va nous aider avoir confiance aussi en nous et de pouvoir aller au bout des choses et éviter une panne machine qui va avoir des conséquences pour nos clients assez importantes. La maintenance prédictive, c'est dépanner avant une panne, c'est ni plus ni moins que ça. D'autres cas d'usage, par exemple la surveillance vibratoire. Donc nous, on met en pratique des capteurs qui embarquent déjà de l'intelligence artificielle, donc des capteurs de vibration très intelligents, capables de prendre plusieurs facteurs différents pour détecter si la nouveauté des vibrations, la gravité autour du signal est important ou pas. Et nous, en fait, on vient agréger cette IA avec d'autres modélisations qui viennent en prendre en compte d'autres informations. Pression de refoulement, vitesse du compresseur, température de refoulement. Et grâce à ces agrégations d'informations, on vient essayer d'affiner une première IA qui a détecté peut-être quelque chose ou qui ne l'a pas détecté. Et nous, par d'autres modélisations, on va détecter une autre partie du risque de casse machine.
Et pour finir, on déploie de plus en plus aussi de la surveillance autour des systèmes de pompage d'énergie. On a beaucoup d'installations qui véhiculent de l'eau glycolée, de l'eau glacée dans des installations. C'est un élément très important de consommation d'un site. Sur le froid, ça peut représenter 20 à 30% de l'énergie frigorifique, donc c'est assez important, et c'est très souvent mal régulé. Mal régulé, pas parce qu'on ne sait pas les régler, on les règle bien à un moment donné. Sauf qu'une installation, à chaque heure de la journée, son besoin il est différent. Et il y a donc besoin d'avoir beaucoup plus de capacité de régulation. Il y a l'automatisme qui a été inventé il y a quelques décennies, qui a révolutionné déjà la capacité à gérer des installations. L'IA va être un accélérateur supplémentaire permettant d'aller un peu plus loin. Et grâce à ça, on est capable de, quand par exemple tu as 2-3 pompes qui doivent fonctionner, on est capable de détecter la bonne combinaison de pompes, est-ce que c'est la pompe 1 avec la pompe 2 avec la pompe 3, qui sera le plus performant, de détecter qu'une pompe commence à être moins performante que l'autre, et de définir comment tu dois fonctionner pour avoir la meilleure performance globale. Donc ces machine learning commencent à nous emmener tout un tas d'informations différentes, permettant potentiellement à la fois de mieux consommer, mais aussi de pouvoir aider à détecter qu'il y a une maintenance peut-être à faire sur une machine. Donc on peut aussi mixer aide à la décision et pilotage. Merci, c'est très clair et c'est intéressant parce que ce que je vous ai raconté sur l'usine du futur, vous aurez pu dire ça n'existera pas ou ça n'existerait peut-être pas tout de suite, mais en fait ça existe déjà en fait, et ça fait plaisir. Voilà, donc on va conclure sur cette retour sur l'intelligence artificielle. Voilà, nous, on est persuadés que c'est un potentiel énorme pour, bien évidemment, les sociétés, les entreprises, mais aussi pour la planète. Il y a énormément de startups qui commencent à créer des chatbots effectivement indépendants sur serveurs, en interne, etc. Il y a beaucoup de startups qui, sur la recaptation du CO2, etc., qui passent. Enfin, il n'y a que l'intelligence artificielle qui va être capable de fournir la capacité effectivement, c'est pas l'intelligence artificielle qui va fournir la solution, mais les informations pour permettre à des nouveaux outils, à des nouveaux hommes, avec un grand H, à aller faire de la science de façon beaucoup plus intelligente. Si on parle juste de la médecine, vous imaginez pas à quel point l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la médecine sur la capacité à avoir des maladies, à analyser des virus. Voilà, c'est juste, on est au tout début en fait. Il y a déjà des chercheurs incroyables qui travaillent là-dessus. Et donc, il va y avoir, quoi qu'il arrive, parce que là, aujourd'hui, on parle, c'est médiatique, il y a des affaires, il y aura une révolution de l'intelligence artificielle, mais pour moi, dans le bon sens du terme, à condition d'appréhender et de comprendre ce que ça veut dire. Merci. Si vous avez des questions-réponses, on a un peu de temps, et puis ensuite, on ira boire un coup, et on sera encore là pour les questions-réponses. Justement parce qu'on a des process dans les individuels qui sont protégés. Et là, on voit que c'est basé sur le partage. Alors, oui et non. Alors, quand on parle, Stéphane va répondre, tout ce qui est machine learning et ça, c'est fermé en fait. Alors, bien sûr, c'est sur des serveurs externes, ou etc., mais finalement, ces données sont fermées. Après, quand on parle sur des sujets comme ChatGPT, mais une fois de plus, qui est peut-être un peu artificiel par rapport à la force de l'intelligence artificielle, oui, là, il y a aujourd'hui, enfin, si on utilise ChatGPT, les données qu'on donne sont ouvertes au public, en fait, entre guillemets, sont non confidentielles. Mais je donne une image, parce que je fais pas mal de conférences, c'est que si je donne une information stratégique de mon entreprise sur ChatGPT, on lui donne les infos en lui disant analyse ma stratégie d'entreprise pour X raison, fais-moi un résumé, etc. C'est quand même une goutte d'eau dans l'océan Pacifique, sans y associer une information. C'est-à-dire que ChatGPT ne va pas dire, si quelqu'un, un concurrent lui demande, donne-moi la stratégie pour Noordemain, ChatGPT il va dire non, je ne sais pas, en fait, je ne réfléchis pas, parce que c'est juste une goutte d'eau. Donc s'il y avait 1000 gouttes d'eau, enfin même des milliards de gouttes d'eau qui étaient la stratégie de pour Noordemain, peut-être qu'il commencera à la restituer. Mais aujourd'hui, l'information, là, on a parlé pendant 2 heures, enfin 1 heure, déjà, la data, elle a augmenté. Tous les gens qui utilisent ChatGPT, tous les gens qui utilisent du machine learning ouvert à d'autres sujets, c'est exponentiel. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui de serveurs et c'est ce qui va aujourd'hui, à mon avis, freiner effectivement la capacité à l'intelligence artificielle de grandir. Donc effectivement, il y a une fois de plus la dimension d'utiliser une IA générative pour créer du contenu. Donc là, finalement, vous êtes sur des serveurs très souvent américains où on ne sait pas trop ce que ça pourrait devenir. Donc il faut aussi appréhender ce qu'on utilise et à quel moment donné. Après, il y a quand même des choses qui avancent de plus en plus en étant sur des serveurs européens, sous conditions européennes, donc avec un peu plus de confidentialité. Mais une fois de plus, revenons sur la machine learning, le procédé. Là, c'est des boucles de régulation, c'est de l'algorithmique, mais terrain,
avec des températures, des pressions, des informations qu'il y a déjà dans un automate aujourd'hui, un automate qui est peut-être déjà connecté à autre chose, une supervision distante. Donc il y a une analyse de risque à faire, il faut être vigilant, mais sur les procédés, je ne suis pas convaincu qu'il y ait plus de risques demain avec ces outils qu'il n'y a aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant et faire attention avec qui on travaille, ce qu'on met, etc. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est alors à aujourd'hui, de dire on est une entreprise française, c'est hébergé chez nous, toutes les données sont dans nos data centers privés, en France, managés par nous, et on est ISO 27001. Donc on essaye aussi d'emmener finalement une sorte de garantie de confidentialité autour de nos utilisateurs et nos clients, pour essayer de les rassurer dans le risque qu'il pourrait y avoir. Et en plus, on va un peu plus loin, vu qu'en permanence, on est au-delà de uniquement l'IA ou du numérique. On est aussi les partenaires de nos clients pour les accompagner sur les installations, à les entretenir, même souvent à les concevoir, à les mettre en œuvre, à les étudier. Donc, en résumé, il faut savoir avec qui on travaille, il faut faire attention, parce qu'il peut avoir peut-être des risques et de la perte en ligne ou des risques de confidentialité. Mais sur le procédé, je pense qu'il y a un peu moins de risques que sur l'IA générative et le contenu. Effectivement, si vous voulez écrire un brevet que vous n'avez pas encore écrit, que vous utilisez ChatGPT, il faut peut-être pas le faire, même s'il y a zéro risque que ça aille ailleurs. Mais on ne sait pas ce qui se passera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ouais. Voilà. En fait, c'est plus ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun risque, mais ChatGPT, au même titre que les gros GAFA, etc., comme Google, peut peut-être un jour dire, dans 5 ans, l'information pour nos demain, qui a été donnée il y a 5 ans, je vais la vendre, en fait. Parce qu'à un moment, il y aura un modèle économique. Donc ça, oui, au même titre que quand on met ses photos sur les réseaux sociaux, etc., c'est le même principe. C'est finalement cet historique de data qui fait peur, en fait. Et sur un point, je reviens, mais c'est vrai que souvent, quand on dit qu'on stocke nos données, qu'on gère tout, on passe vraiment pour des martiens, en fait. Mais on a une conviction que peut-être que c'est le gage de confiance qu'on pourra emmener en nos clients d'une manière pérenne et durable, une fois plus entreprise familiale, française, mais familiale. On essaye d'emmener un gage de garantie de confidentialité patrimoniale autour du donné. Et on n'est pas beaucoup à stocker ses propres données chez soi, y compris en ayant de l'IA. Ça existe quasiment pas, tout le monde est dans le cloud. Ah ouais, je confirme. Quel silence. Est-ce que certains... Ah, il y a une question ? Quel est le mécanisme qui fait qu'en quelques secondes, on est capable d'analyser des milliards de données ? Alors, je vais peut-être répondre. Sur l'IA générative, une fois de plus, il y a 2 choses différentes, l'IA générative et, on va dire, ce qui va tourner autour des procédés. Globalement, je dirais ce qui rend commun tout ça, c'est de la puissance de calcul, c'est de la donnée, un historique de données, beaucoup de données, et donc beaucoup de stockage. Ça, c'est l'élément numéro 1. Et un ordinateur a toujours su aller vite. Par contre, un ordinateur, il sait aller vite en fonction de la RAM qu'on lui met à l'intérieur, de la puissance qu'on va lui donner et de ce qu'on va lui donner à manger en termes de données. Ça, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Ce qui va plus vite maintenant, c'est que ça coûte de moins en moins cher à avoir tout ça. Il y a des coûts d'acquisition globales qui sont très faibles, qui peuvent être mis à disposition au plus grand nombre. Ça, c'est pour donner un peu une notion sur pourquoi le machine learning va de plus en plus loin. Parce que ça devient de plus en plus courant, il y a la mécanique qui va bien, il y a des cas d'usage, ça ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire que ça ouvre aussi une notion de nouvelle créativité. En tout cas, on en parle souvent en interne, c'est l'IA nous a emmenés à ouvrir des possibilités qu'on était peut-être capable de faire avant, mais on se bloquait mécaniquement. Là, on a un système, on a l'impression que ça nous ouvre d'autres possibilités. Pour revenir à ChatGPT, une fois de plus, quoi qu'il arrive, c'est de l'algorithme. Du moment qu'il y a des gens talentueux qui sont capables de créer une modélisation, et très souvent, ils ne sont pas nombreux, c'est souvent des structures qui, à la base, sont 40, 50, moins de 100 développeurs. C'est rien 100 développeurs. Enfin, c'est beaucoup et c'est rien à la fois. Mais capable de créer une mécanique, une modélisation, un algorithme, en parallèle de puissance de serveur, et finalement, ça donne l'IA générative d'aujourd'hui. ChatGPT, c'est sorti... mais c'est sorti en 1 semaine, en fait, dans le monde. 1 semaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mis 1 semaine à le faire. Ça fait 10 ans, 15 ans, et puis ils ont repris le travail d'autres personnes en amont. Donc, c'est cette explication de... Excusez-moi, juste une petite précision. Oui. Si vous deviez mettre une répartition entre la partie soft et la partie hard, vous diriez quoi ? L'important, c'est d'avoir une très grosse machine ou d'avoir les bons algorithmes ? Ah, c'est les deux.
Et je rajouterai un autre point, c'est le stockage. Si vous avez une bonne machine, un bon algorithme et pas de données, vous n'aurez rien. C'est l'inconvénient de l'IA, hein. C'est le besoin impératif d'avoir beaucoup besoin de données. Ça, c'est le défaut de l'IA. Parce que ça coûte, hein, on parle d'empreinte environnementale, mais on ne se rend pas compte à quel point la consommation électrique de data centers dans le monde devient la part de consommation la plus importante. Donc on est aussi en train de créer un problème. Et on aura beau les noyer dans la mer, on réchauffera la mer, hein, c'est tout, hein, on ne fera rien d'autre. Donc une fois de plus, stockage, de l'algorithme, quand même des coûts d'acquisition et puis du financement. Attendez, combien de milliards de dollars sont investis pour faire de la R&D autour de tout ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc il y a quand même aussi de l'argent qui est investi. Forcément, à un moment donné, on arrive à trouver des solutions et à avoir des coûts de cession de ces machine learning de plus en plus faibles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler pour l'iPhone, il a la puissance qu'avaient les ordinateurs de la NASA pour faire décoller la fusée pour aller sur la Lune. Dans l'iPhone, vous avez la même puissance que ces ordinateurs des années 50. Vous voyez bien la progression qu'il y a, et ça va qu'en s'accélérant. Ça va de plus en plus vite, de plus en plus loin. Dans votre téléphone, il y a déjà de l'IA. Il y a déjà de l'IA pour reconnaître votre visage, c'est déjà de l'IA. Donc l'IA devient une commodité. Il faut juste trouver après les usages, être capable de les agréger, et ça, une envolée exponentielle, et on est en train de vivre ça. Enfin, je ne sais pas si, excuse-moi, j'ai pris... c'est parfait. Moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a... encore une question. Vous êtes confiant sur la réduction de la consommation d'énergie de tous ces data centers, puisque là, ça va crescendo et on est en pleine transition. Enfin, on est tous en réflexion sur comment consommer moins d'énergie, et là, tout le monde va se mettre à faire de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un gros sujet là. Alors, je suis confiant de manière générale sur ce qu'on est capable de faire de manière générale avec l'humanité. Ce qu'il faut, c'est déjà avoir les bonnes informations, en avoir conscience, et d'avoir après des États, des entreprises, parce qu'en fait, on parle de peu d'entreprises qui génèrent toutes ces datas-là, d'avoir une conscience pour justement mettre en place des actions qui, au lieu d'alimenter que du profit, va alimenter des actions bénéfiques pour la planète. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent encore se découvrir. Mais il va falloir mettre aussi un peu d'humanisme dans tout ça et de mettre des vraies actions, parce qu'effectivement il y a un peu la course à tout cet emballement, mais tant qu'on n'aura pas des visions précises de combien ça consomme, combien cet algorithme me fait gagner sur mon install, mais combien elle me consomme globalement, il y a peut-être des choses qu'il va falloir commencer à avoir, et finalement, en tout cas en France et en Europe, les entreprises sont de plus en plus challengées aussi sur leur impact direct, indirect, donc il n'y a peut-être pas assez de pays dans le monde qui ont une obligation à regarder leur propre impact sur leur activité, direct et indirect, pour mettre en place des actions et éviter et endiguer, on va dire, une fatalité qui peut être réduite. Donc je pense qu'il y a tout pour faire. Maintenant, est-ce que ça va être réalisé? Je pense que oui. Il faut juste que ça ne soit pas trop tard, c'est tout, quoi, au bon moment. Mais en tout cas, ça consomme beaucoup ce qu'on a, et c'est un risque, c'est clairement un risque. Oui, c'est un risque, mais en même temps, moi je suis assez confiant et optimiste. À la base, quand même, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais qui est une marque en fait. C'est une marque, c'est le chatbot d'OpenAI. OpenAI qui a été créé en 2018, entre autres à l'initiative d'Elon Musk. C'était quand même pour essayer d'imaginer comment l'intelligence artificielle ne deviendrait pas fou et ne nous remplacerait pas en fait. Aujourd'hui, il y a des centaines de chercheurs qui sont... Alors c'est une association, au début c'était une association à but non lucratif, maintenant c'est une association à but lucratif modéré. Donc on commence à avoir... Il les attaque, Elon Musk, il les attaque. Il les attaque, en fait, comme il est dans ses phobies, il les attaque pour ça en fait, en disant non, ce sujet il ne peut pas être commercial en fait, même si c'est modéré. Mais en même temps, dans les équipes, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a des techniciens, etc. Et bien évidemment, ils sont en train de réfléchir à plein d'usages, et surtout sur la partie hardware et serveur. Et il y a une start-up française, j'ai oublié le nom, à chaque fois je l'oublie, qui a lancé effectivement un nouveau chatbot intelligence artificielle qui tourne sur un Mac, sur un Mac assez puissant en interne, et qui est apparemment très prometteur, et qui peut être une licorne. T'as entendu parler ou pas ça? J'enverrai l'élément. Oui, c'est ça. Donc il y a plein de startups aujourd'hui qui travaillent plus tellement sur l'intelligence artificielle, l'algorithme, parce que ça se développe, etc. Mais c'est effectivement sur les machines, les serveurs et les stockages de données.
Après, les photos sur nos téléphones, dans des clouds et tout, enfin, on est le premier. En fait, il faut bien juste prendre conscience qu'on est les premiers gros consommateurs d'énergie, parce qu'on en met à gogo et de plus en plus. Hein. Je crois que vous vouliez reposer une question ou compléter là. Oui, effectivement, tout à l'heure vous parliez de l'Europe, mais finalement c'est un sujet international. Donc l'Europe, elle est en train d'acter certaines choses, de poser des éléments, mais les autres, les Chinois, les Américains... Tant que ce ne sera pas un sujet mondial, après, là par contre, on est peut-être dans l'utopie, mais effectivement, c'est un sujet planétaire, hein, ce n'est pas un sujet que sur un territoire, il faut que ça soit plus global. Mais on y arrivera peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est les États qui sont capables de faire ça? Peut-être que c'est plus les États capables de faire ça, c'est peut-être d'autres choses. Hein, voilà. Peut-être les GAFAM, hein, d'ailleurs, qui sont capables de faire ça demain. Il y a beaucoup qui prétendent que c'est eux demain qui piloteront le monde, hein, qui s'énoiront des maladies, qui éradiqueront des choses. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un peu plus rassuré sur l'intelligence artificielle ou pas? Non, pas plus. Ça consomme trop. Je crois que le coin, c'est la consommation. Mais bon, je suis d'accord avec Stéphane. Mais, je pense qu'aujourd'hui, je pense que vous me donnez une idée qui est de dire qu'il faut qu'on intègre dans nos algos le fait que ça consomme et que ça vienne pondérer peut-être les gains qu'on prétend faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Bah, merci beaucoup. Merci. On vous invite au cocktail maintenant. Merci. Someday, 'cause when the